Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux réflexions sur la société numérique. Je vous propose de démarrer avec les trackers GPS. Alors ils sont capables de merveilles, comme de retrouver des voitures volées ou encore des chiens égarés, mais ils posent évidemment de nouvelles questions dans notre société ultra numérisée. On verra quelles sont leurs prouesses technologiques, jusqu'où ils peuvent aller, comment ils s'améliorent de jour en jour avec ma première invitée dans cette édition. Et puis l'autre sujet à la une, ce sera encore l'intelligence artificielle, mais là pour la lutte contre la fraude. On a entendu parler cet été de ces IA qui traquent les piscines non déclarées. On verra quels sont les premiers résultats de ce qui était une expérimentation du côté de la Direction générale des finances publiques. J'aurai avec moi en plateau un représentant de la DGFiP et puis également Jean-Gabriel Ganassia, chercheur qui nous intéressera aux questions éthiques que pose l'utilisation de l'IA, notamment par les services de l'État. Dans une deuxième partie de l'émission, je proposerai un portrait de femmes entrepreneurs et puis une question sur où va le web avec un focus sur ce Web 3. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de ces trackers GPS et de leurs prouesses. C'est parti pour ce Smart Tech avec en démarrage une interview. Mais d'abord, je vous présente mes invités en plateau. Su Yang, vous êtes directeur du pôle données à la Direction générale des finances publiques. Bonjour. Bonjour. On va débattre ensemble, enfin vous allez débattre surtout avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est membre du comité éthique du CNRS, de cette question d'utilisation de l'IA de plus en plus développée dans la société, mais aussi des premières expérimentations qui ont été réalisées par votre direction. Donc la détection des fraudes par l'IA, ça avance. Ça avance comment ? Quelles questions ça pose ? C'est un sujet finalement pas très éloigné de celui qu'on va aborder en première partie ensemble avec Amélie Caudron. Bonjour. Parce qu'ensemble, on va parler des trackers GPS. Là aussi, ça progresse. On en trouve de plus en plus partout, collés finalement aux objets du numérique, mais pas seulement, même au monde vivant qui vit avec nous. Je pense aux animaux. Ça permet de géolocaliser de manière très précise. Donc tout ce dont on est attaché, pardon. Mais jusqu'où on peut aller aujourd'hui ? Quelles sont les fonctions les plus intéressantes de ces trackers GPS ? Et puis aussi, quelles sont les limites qu'il faut se fixer pour ne pas tomber dans une filature totale ? Je dirais presque les trackers GPS, est-ce que ce n'est pas nos nouveaux meilleurs ennemis ? Alors, oui. Chez Invoxial, le problème qu'on cherche à résoudre avant tout, c'est le problème du vol, oui. qui nous est tous familier. Donc vol de véhicules principalement, donc voitures, motos, scooters, vélos, VAE. C'est un problème qui est en pleine explosion. On parle d'une voiture volée toutes les 4 minutes en France et de 1000 vélos volés par jour. Oui. Et sur tous ces véhicules volés, il n'y en a quasiment aucun qui sera retrouvé. Je crois que c'est une voiture sur 2 qu'on retrouve et quasiment aucun vélo. Si je schématise un petit peu, aujourd'hui, l'expérience classique du vol, c'est je me réveille un matin et j'arrive devant la place où j'avais garé ma voiture et elle est vide. Je vais en fait me poser la question, je vais essayer de réfléchir si je ne l'ai pas garée ailleurs, contacter mon conjoint pour voir s'il ne l'a pas prise, essayer de voir si elle n'a pas été mise à la fourrière et je vais contacter la police et pendant ce temps je vais rester en fait les bras ballants avec une incapacité totale d'avoir de la visibilité ou d'agir, ce qui est un problème du coup qui est très frustrant. Donc chez Invoxia, on a développé effectivement des trackers GPS dont le but principal est d'aller intercepter le vol si on est averti à temps. Et si on n'est pas averti à temps, en fait, en cas de vol, aller alors intercepter, c'est-à-dire donc on place un petit appareil assez discret. Là, vous en avez apporté un en plateau. Donc on a essayé de développer une solution qui est très fiable et simple d'utilisation. Donc c'est une petite balise GPS qui est autonome et légère qu'on va placer dans la boîte à gants ou dans le coffre du scooter, par exemple. Et donc, il y a plusieurs capteurs électroniques dedans. Il y a un capteur de mouvement. Donc, en cas de mouvement suspect, on va alerter l'utilisateur. Et ça, c'est très important parce que... Donc, suspect, c'est typiquement, nous, on est à la maison ou au bureau. Voilà. Le véhicule n'est pas censé bouger. Là, il se passe un mouvement, donc on est alerté. Typiquement, dans le cadre d'un vélo, c'est quelqu'un qui est en train de commencer à scier l'antivol. En fait, ça va créer des vibrations. D'accord. Et je vais être alerté qu'il y a un mouvement sur mon vélo. Donc là, on a beaucoup de témoignages d'utilisateurs qui sortent en pleine nuit ou qui se ruent hors du bureau et qui tombent nez à nez avec soit quelqu'un qui est en train de scier l'antivol, soit une fourgonnette en train de partir avec les scooters à l'intérieur. Et donc ça leur permet, on permet vraiment parfois d'empêcher un vol.
ou en tout cas d'avoir tout ce qu'il faut en fait en cas de vol. Ou d'appeler en tout cas la police le plus vite possible. Ouais. Et dans tous les cas, on encourage nos utilisateurs à contacter la police et pas aller faire jouer les gros bras. Pas prendre de risques. Mais est-ce que les services de police justement peuvent s'en servir de ce tracker ? Alors, pour identifier où va se rendre la camionnette avec tous les scooters à l'intérieur, par exemple. Exactement, c'est le but du tracker justement, c'est qu'ensuite quand le véhicule va se mettre en mouvement, il va envoyer sa position régulièrement. Cette position, je vais pouvoir visualiser l'historique des trajets sur une carte dans l'application. Je vais pouvoir connaître sa dernière position, la partager à la police qui va intervenir. Donc nous, on a un très très bon retour terrain du fait que la police est très motivée pour intervenir quand il y a des vols. Ça leur permet parfois de démanteler des filières. Et ça augmente très très fortement les chances de retrouver les véhicules avant qu'ils soient en pièces détachées. Puisque faut savoir par exemple... Mais alors là, ça veut dire que c'est la victime finalement qui confie son téléphone à un agent de police ? C'est arrivé. Donc on a développé une fonctionnalité qui permet de partager la position. Donc il y a une petite interface sur Internet qui permet de suivre la position. Et donc c'est ça qu'on encourage à utiliser pour que la police puisse accompagner l'utilisateur. Mais on a eu une anecdote d'un utilisateur qui se retrouve à 2h du matin en pyjama à sortir en pleine rue puisqu'il a eu une alerte et qui appelle la police, qui leur jette le téléphone et qui leur dit débrouillez-vous, allez retrouver mon scooter. Et c'est ce qui s'est passé dans les faits. Et les services de police sont contents de cette situation ? C'est un peu particulier. Alors, je pense que les intérêts sont assez alignés. La police a tout intérêt à retrouver les véhicules. On sait que ça aide, il y a quand même de fortes chances qu'ils aident à retrouver le véhicule si le véhicule est équipé d'un tracker. Donc en fait, la police intervient très rapidement et souvent très motivée pour intervenir. Avoir déployé des moyens policiers sur les voitures volées et les vélos et les scooters. Enfin, je veux dire, c'est... Mais en fait, typiquement, si je me fais voler mon vélo et qu'il n'y a pas de tracker dedans, la police va recueillir la plainte et va me poser des questions. Mais les chances que je retrouve le vélo sont très faibles parce qu'ils ne savent pas par quel bout commencer. Alors que là, en fait, ils vont avoir vraiment des informations. Ils vont pouvoir coupler, par exemple, les informations de position avec le temps, l'heure à laquelle le véhicule est passé, avec des informations de caméra, etc. On atteint quel niveau de précision aujourd'hui sur un tracker GPS ? Jusqu'où on peut le traquer, cet objet égaré ou volé ? Alors, dans le cadre de notre solution, très précisément, on a vraiment fait un travail pour être très efficace. Donc, en termes de technologie, on utilise du Bluetooth, du Wi-Fi et du GPS, donc une combinaison de technologies pour se géolocaliser qui est très économe en batterie. Et du coup, on atteint des autonomies de batterie de plusieurs mois. Et ça, c'est à comparer aux trackers GPS classiques qui existaient sur le marché avant, qui tiennent quelques jours. En fait, la probabilité d'avoir suffisamment de batterie pour retrouver le véhicule en cas de vol est très élevée chez nous. Et ensuite, ça fonctionne sans limite de distance. Donc en fait, même si c'est très éloigné de mon smartphone, même si le tracker part en rase campagne, on va être capable d'obtenir des positions qui vont avoir une précision qui dépend un petit peu du mode de géolocalisation, mais qui vont aller de 20 mètres à 100 mètres. Et ensuite, on a développé une petite fonctionnalité. Quand vous dites ça dépend du mode de géolocalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus ou moins précis ? Donc, ce qu'on utilise, c'est donc du Bluetooth. Ça, c'est quand je sais que je suis près du smartphone de mon propriétaire. Du coup, je sais que je suis avec le propriétaire. Donc, si je connais la position du propriétaire du tracker, je sais où je suis. Ensuite, le Wi-Fi sniffing, ça, c'est je vais regarder en fait les bornes Wi-Fi qui sont autour de moi et on passe par un service qui va trianguler, en déduire la position du tracker. Et donc ça, la position, typiquement, la précision, typiquement, ça va être de 25-50 mètres si on est en milieu urbain avec beaucoup de bornes Wi-Fi. Et la dernière position, c'est le GPS. Même ce sont, pardon, juste pour être précis, mais ce sont des bornes Wi-Fi qui sont sécurisées. On peut quand même les identifier, les localiser ? Alors en fait, c'est des bornes, c'est n'importe qui a des bornes Wi-Fi. Et il y a plusieurs services qui permettent de dire, je sais que si je suis près de ces bornes Wi-Fi là, sans connaître le nom du propriétaire de la borne Wi-Fi, c'est vraiment je passe en pleine ville et je capte des Wi-Fi. Et il y a des services qui savent dire, du coup, je sais que je suis à cet endroit précis. D'accord. Et donc la dernière méthode, c'est le GPS. Donc le GPS, on a l'impression que c'est un petit peu magique, parce que ça marche très bien sur le smartphone, mais il faut savoir que c'est quand même assez limité. Ça marche mal en intérieur, ça marche pas très bien quand on est en forêt, quand le ciel est couvert, etc. C'est pour ça que nous, en combinant ces technologies, on maximise les chances d'avoir une position la plus précise possible. Mais avec le GPS, ça peut aller de 20 mètres, quand on est dans des très bonnes conditions, à 100-150 mètres. Donc là, c'est nécessaire d'agir très vite, parce que si la camionnette s'en va, ne serait-ce qu'à 3 km, c'est fini.
On ne peut plus le suivre. Ah non, ce que je veux dire, c'est que le GPS dit le tracker le est niveau à de cet précision. endroit. Alors moi, avec un ma niveau question, de c'était précision. jusqu'à quelle distance on peut aller traquer nos objets? Nous, du coup, il n'y a pas de limite de distance. D'accord. Puisqu'on utilise. Vous pouvez accrocher tous les tracker signaux est autonome. satellites. Et il fonctionne via un réseau qu'on appelle le réseau LoRa en France, qui est un réseau qui est dédié aux objets connectés. Et c'est un réseau qui est différent du réseau cellulaire. C'est des antennes qui ont été déployées pour les objets connectés. Du bas débit, en fait. Voilà, exactement. Et donc ça fonctionne. Ça va fonctionner partout en France, sauf vraiment en haute montagne. Mais la probabilité qu'un vélo parte en très haute montagne est relativement faible, heureusement aujourd'hui. Et alors on parle d'objets, mais je disais, il y a aussi les animaux qui sont intéressés. Oui. Enfin, qui sont intéressés, c'est plutôt leurs maîtres qui sont intéressés par les géotrackers. Il y a aussi un cas, je crois, d'une personne atteinte d'Alzheimer qui a pu être retrouvée. Oui, en Espagne. Oui. Une personne âgée qui était partie en haute montagne, typiquement un cas qu'on n'aime pas beaucoup puisque c'est assez compliqué en termes de réseau. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que sa famille a été alertée parce qu'elle l'avait équipé d'un tracker puisqu'il commençait à avoir un peu de démence sénile et a pu voir le trajet jusqu'à ce qu'on perde sa trace dans une forêt. Et ensuite, on n'arrivait pas à faire de GPS, mais on arrivait à recevoir quand même des messages du tracker. Et donc là, on s'est allié avec Sigfox, qui est l'opérateur qu'on utilise en Espagne, pour trianguler et avoir un carré de quelques kilomètres dans lequel les sauveteurs ont concentré leurs efforts, sachant que c'était en pleine nuit, il pleuvait, il faisait extrêmement froid. Et donc cette personne âgée a été retrouvée en hypothermie, mais bien vivante, grâce au tracker qu'elle avait dans sa poche. Bon, des histoires comme ça, vous en avez plusieurs, et je pense que ça va se multiplier à mesure que ces trackers GPS vont arriver sur le marché entre les mains des utilisateurs. C'est vrai que quand on met ces outils aux mains du grand public, ça a quand même des conséquences pour les services publics, parce que derrière, il faut pouvoir suivre les demandes des victimes, les demandes à retrouver des personnes, retrouver des objets, tout ça, toutes ces nouvelles données qui arrivent, ça modifie énormément les administrations, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, je ne dirais pas vraiment que les données sont nouvelles. On a déjà à notre actif une grande volumétrie de données. Donc, pour rappel, la Direction générale des finances publiques, on travaille non seulement sur des missions liées à la fiscalité, mais également au foncier et aux finances publiques locales. On a en notre gestion plus de 700 applications. Il faut dire que la partie informatique seule représente environ 5000 agents au sein d'une structure de 100 000 agents. Donc c'est une très très grande administration. Et donc savoir et pouvoir valoriser nos données est un enjeu extrêmement fort pour nous. Eh bien, on va en parler justement juste après dans le Tech Talk. L'intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude. On en a eu une illustration intéressante cet été avec des piscines non déclarées qui ont été traquées par des algorithmes. Bercy tire le bilan de cette expérimentation qui s'appelle Foncier innovant. Tout à fait. Pour en parler avec moi en plateau, Su Yang, qui est directeur du pôle données à la Direction générale des finances publiques au sein du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vous êtes un spécialiste en intelligence artificielle avec une expérience dans la recherche, également passé par le privé avec Ubisoft en tant que data scientist, également aussi une expérience à la Banque de France où là vous avez utilisé l'IA dans le secteur financier. Et donc aujourd'hui, au sein de la DGFiP, votre équipe a la responsabilité d'assurer la transformation de cette entité, mais là, une transformation fondée sur la donnée. Et puis, nous avons avec nous tout de suite connecté en visio Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université, directeur de recherche. Ses travaux portent notamment sur l'éthique des technologies de l'information et de la communication. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes membre du comité éthique du CNRS, une instance consultative indépendante, et je signale votre dernier ouvrage, Servitude virtuelle, paru chez Seuil, qui engage donc cette réflexion nécessaire éthique sur l'IA. Bonjour Jean-Gabriel, merci beaucoup d'être avec nous. Et en plateau. Bonjour. Et en plateau est restée avec nous également Amélie Caudron, directrice générale d'Invoxia. On a parlé ensemble de trackers GPS, de nouvelles données à gérer. Vous allez pouvoir, si vous voulez, poser des questions à nos experts autour de la table. Alors, l'actualité, on va démarrer ensemble en plateau Su Yang. C'est donc les premiers résultats de cette expérimentation, ce projet foncier innovant. On a donc 20 000 piscines, c'est ça, qui ont été confirmées et qui vont être nouvellement imposées au titre de la taxe foncière de l'année 2022 ?
Oui, parfaitement. Peut-être pour resituer un petit peu le projet, le foncier innovant, c'est un projet qui consiste à détecter, en tout cas à optimiser notre détection des aménagements et des constructions taxables non déclarées, et en utilisant des technologies d'intelligence artificielle. Sur cette première année d'expérimentation, on a déployé nos algorithmes sur 9 départements, et effectivement, on a constaté bien 20 000 piscines taxables non déclarées, ce qui représente... Avec une confirmation de 94% des propriétaires, Voilà, qu'effectivement... avec une très forte confirmation elle dépasse un petit peu nos projections, et qui représente 10 millions de recettes, qui allaient principalement dans la caisse des communes. Donc, alors, quand vous dites que ça dépasse nos attentes, justement, c'était ma question. Est-ce que vous êtes surpris par le résultat ? Est-ce que c'était au-dessus de vos attentes ? Est-ce que l'IA fait mieux que ce qu'on avait prévu ? Ou est-ce qu'il reste encore plein de piscines qui passent sous les radars ? Alors, c'est une question assez difficile. Je pense qu'il y a une chose à démystifier, c'est que l'algorithme lui-même ne prenait pas de décision. Donc, c'est un outil, certes avancé, mais c'est un outil de plus dans la boîte à outils de nos contrôleurs fiscaux. Donc, les scores, les résultats vont aller alimenter la liste des paramètres que peuvent consulter nos contrôleurs fiscaux. Donc, oui, on peut toujours faire mieux, mais aujourd'hui, les résultats sont vraiment très, très satisfaisants. Jean-Gabriel Ganassia, qu'avez-vous pensé de cette expérimentation quand vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous m'avez entendu, Jean-Gabriel ? Non, je n'avais plus le son. Maintenant, je voudrais l'entendre. Ah, dommage. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé de cette expérimentation quand vous en avez entendu parler, de cette expérimentation de détection des piscines non déclarées par la Direction générale des finances publiques. Ça vous a évoqué quoi ? Alors, j'avais entendu parler de cette expérimentation il y a longtemps. Alors, bien sûr, on peut craindre que ces utilisations massives de l'intelligence artificielle puissent être privatives de liberté. Si ça se poursuivait, bien sûr, on pourrait se demander s'il n'y avait pas un risque de surveillance généralisée, au sens, par exemple, où en Chine, vous avez un crédit social qui traque les activités de chaque habitant et qui, en fonction de ce qu'ils ont fait, leur donne des bons points et des mauvais points. Cet été, il y a eu même pire. Vous avez un stylo qui a été développé en Chine pour détecter l'activité des écoliers et savoir quand est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs de vacances et jusqu'où ils les ont fait. Mais bien sûr, sans aller jusque-là, ces outils peuvent aussi avoir des effets bénéfiques. Par exemple, au service de la justice, on peut essayer d'utiliser l'intelligence artificielle sur requête d'un magistrat pour identifier sur des bandes vidéo l'activité d'un certain nombre de personnes, savoir qui était là à tel moment. Et ça peut être très, très, très utile. Et puis, on peut aller plus loin. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a la crainte d'une atteinte aux libertés individuelles, mais s'il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle au plan statistique, à ce moment-là, il peut y avoir des aspects très positifs. Et je vais prendre un exemple qui me semble être très illustratif de ce genre de choses. Vous vous souvenez tous de l'affaire du Mediator. C'est un médicament qui était prescrit en tant que coupe-faim, alors que l'autorisation de mise sur le marché avait été donnée pour un antidiabétique. Ouais. Antidiabétique, d'ailleurs, qui n'était pas extrêmement efficace. Et si on avait utilisé l'intelligence artificielle, on aurait pu, de façon statistique, vous voyez, sans s'intéresser aux individus, réaliser que, effectivement, ça n'avait pas été bien utilisé. Donc, vous avez des possibilités d'utilisation par la puissance publique de l'intelligence artificielle qui n'atteignent pas l'individu, mais qui permettent d'avoir une vision d'ensemble, et ce qui, je crois, serait extrêmement, extrêmement utile. Au moment de la pandémie, on avait une autre utilisation qui avait été envisagée, c'était de se demander quelle était la proportion dans des différents lieux de la population qui portait des masques. Alors bien sûr, on pouvait tous craindre qu'on allait identifier les gens qui n'avaient pas de masque, mais si on s'assure que ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ça peut être très utile parce qu'on peut comprendre effectivement comment la population répond aux injonctions du gouvernement. Donc, vous voyez, d'où l'importance de faire intervenir justement la question éthique au départ de chaque projet. Je voulais déjà, avant qu'on rentre dans ce questionnement, comprendre bien comment ça fonctionnait déjà ce projet, à partir de quelles données vous avez travaillé, quelle base de données en fait vous a permis justement d'atteindre un niveau de détection intéressant.
C'est une très bonne question. Moi, j'ai lu pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait vraies dans le média sur ce projet-là. Les données que nous utilisons sont les imageries aériennes qui ont été mises à disposition en open data par l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière. Oui. Un seul jeu de données, des données ouvertes que vous et moi, en tant que particulier, on peut aller les télécharger et utiliser, donc qui se trouvent sur geoportail.gouv.fr. Ensuite, les algorithmes aujourd'hui. Ce sont des données qui sont actualisées régulièrement, parce que ça pose la question Ce sont des du données temps. qui sont actualisées régulièrement. En effet, les données que nous avons utilisées sont relativement récentes, D'accord. qui datent de l'année dernière, si je me rappelle bien. Et ensuite, sur l'algorithme, alors, oui, cette intelligence artificielle, une fois qu'elle a ses bases de données visuelles, tout à fait. géographiques, elle travaille donc sur la reconnaissance d'images, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, les algorithmes sont entièrement développés par les équipes de la DGFiP. Donc on a bien internalisé toutes les compétences. Juste pour rebondir, parce que le sujet de l'éthique est quelque chose de très important. Bien sûr. Dès le départ, nous avons mis en place une équipe de gouvernance qui assure que nous maîtrisons bien les données, que les données sont de bonne qualité et que nous respectons tous les droits applicables en matière d'exploitation de données. Donc on est en contact permanent avec la CNIL sur les données, Oui. sur le sujet de protection des données personnelles. Et évidemment, on respecte le secret fiscal qui incombe à une bonne partie également des données finalement, qui sont utilisées dans la deuxième partie, on va dire, du projet. Voilà. En termes d'algorithmes, nous utilisons effectivement ce qu'on appelle des algorithmes de segmentation sémantique, plus exactement pour les experts qui nous écoutent, du DeepLab V3+, qui est une technique relativement courante dans le domaine de segmentation sémantique et qui s'appuie sur 2 fonctions de perte, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et dernièrement, on a rajouté un papier français d'INRIA qui s'appelle Framefield, pour notamment améliorer la détection des contours, des formes géométriques qui se trouvent sur ces imageries aériennes. Donc, vous nous dites tout ça en plus en processus en interne, donc tout ça est 100% français, parce que la question de la souveraineté fait partie aussi des questions éthiques qu'on peut se poser, Jean-Gabriel Ganassia. Tout à fait. L'utilisation de l'intelligence artificielle par les services de l'État est non seulement utile, comme on a pu le voir ici, à condition bien sûr qu'elle soit contrôlée, mais elle devient nécessaire parce qu'il y a énormément d'acteurs étrangers, d'acteurs privés qui utilisent l'intelligence artificielle à des fins qui sont problématiques, qui sont délétères pour l'ensemble de la société. On a vu tous les manipulations d'opinion qui ont pu être faites, par exemple par des acteurs étrangers, les attaques informationnelles, les fausses nouvelles. Il existe même aujourd'hui des outils générateurs de textes qui sont capables d'écrire des faux articles scientifiques. Et puis, bon, on a tous entendu parler des médias sociaux, des incitations à la violence et au terrorisme. On a vu malheureusement avec l'affaire Paty, par exemple, ce qui se produisait. Et donc, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de lutter contre toutes ces formes d'attaques. Et c'est bien sûr au service de l'État de mettre en œuvre ces attaques informationnelles. Donc, c'est nécessaire, c'est non seulement utile que les services de l'État utilisent l'intelligence artificielle, comme on en a parlé ici, mais je crois que c'est indispensable. C'est-à-dire, oui, d'avoir vraiment la maîtrise finalement de ces nouveaux outils qui peuvent être aux mains de personnes malveillantes. C'est important que l'État se constitue cette maîtrise. Démarrer avec la piscine, c'était le plus facile, j'imagine, parce que bon, ce sont des formes assez reconnaissables, des couleurs qui se détachent bien. Oui. Ça va être plus compliqué peut-être sur d'autres projets. Quelle est la suite de ce foncier innovant ? Alors, donc c'est un peu plus difficile peut-être pour d'autres aménagements et constructions, mais la volonté effectivement, c'est d'aller sur la notion un peu générale de bâti taxable. Donc on va continuer le projet et c'est pour ça que s'appuyer sur ce nouveau papier français qui porte notamment, qui nous permet d'optimiser un petit peu la détection de contours, extrêmement important pour nous. Vous pouvez dire, peut-être, je sais pas, les nouveaux types de constructions qui pourront être repérés demain grâce à ces outils ? Voilà, il y a des dépendances qui sont définies dans le code des impôts. Et ça pourrait être déployé d'ici quelques mois, dans un an, où on est vraiment sur une échelle un peu plus longue ? Les campagnes vont être plutôt annuelles, puisque D'accord. la collecte de taxes foncières est annuelle.
Donc vraisemblablement, on espère que d'ici l'année prochaine, on aura des Vous aurez résultats. peaufiné vos algorithmes. Sur cette question justement de la responsabilité de l'État vis-à-vis de l'IA, on parlait de la maîtrise nécessaire de la technologie, il y a la question des compétences. Tout à fait. C'est compliqué de recruter aujourd'hui dans les services de l'État des bons data scientists. C'est très compliqué, mais je pense que c'est pas... Alors c'est compliqué partout. Voilà, Est-ce que c'est encore plus compliqué dans les services publics, dans l'administration? Alors, je vais être tout à fait transparent. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui. Tous les jeunes en sortie de l'école ne cherchent pas peut-être particulièrement à aller travailler dans l'État, chose que je ne partage pas nécessairement. Je pense qu'on a de très très beaux projets sur le plan technique, qui a un vrai sens au quotidien. C'est ce qui me motive le plus. Quand on se lève le matin, on a envie de se lever pour un objectif assez précis qui nous fait sentir qu'on est utile. Bon, ça, ce sont des atouts, donc. Ça, ce sont des atouts, et c'est ce que j'essaie de convaincre un petit peu les experts data qui se cherchent encore un petit peu, à savoir pourquoi ils veulent mettre à disposition leurs compétences. Oui, c'est très, très compliqué, mais on a quand même réussi à recruter une trentaine de spécialistes entre début 2021 et aujourd'hui, donc en espace d'un peu plus de 18 mois. Ouais. C'est quelque chose qu'on considère vraiment comme une réussite, mais c'est aussi grâce à ces projets dont l'objectif est quand même l'équité et la justice fiscale qui nous permettent d'aller chercher ces talents. Donc c'est vraiment, vous voyez, un parallèle. Il faut à la fois disposer des projets ambitieux qui nous permettent au retour de recruter les gens, et les gens nous permettent de les réaliser. Voilà. Et Jean-Gabriel Ganassia, je voulais vous interroger là-dessus sur la transmission finalement du cadre éthique. Quand on a d'un seul coup 30 nouveaux experts de l'IA qui arrivent dans un service, comment est-ce qu'on fait pour transmettre un code éthique, une charte ? Alors, avant de transmettre une charte éthique, il faut transmettre les connaissances générales en intelligence artificielle. Comme on vous l'a dit tout de suite, on a du mal à trouver des spécialistes parce qu'on n'en forme pas assez. Je crois que c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui. C'est que le nombre d'ingénieurs compétents en numérique est très inférieur aux besoins. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je crois qu'il faut qu'il y ait une compétence sur ces questions d'équité, de biais, etc. Ça fait partie de la formation technique aujourd'hui. Les questions d'anonymisation, tout ça sont des questions extrêmement techniques, et on essaye de les enseigner. Alors peut-être pas assez encore, parce que est-ce qu'il faudrait, par exemple, est-ce que vous conseilleriez, par exemple, à la DGFiP, à la Direction Générale des Finances Publiques, d'écrire un code, d'écrire sa charte pour la transmettre ? Alors, il se trouve que j'ai une petite expérience de ce genre de choses. Pôle emploi, qui a développé des applications d'intelligence artificielle pour le recrutement, pour aider au placement des personnes, a mis en place un comité d'éthique. En réalité, il y a 2 comités d'éthique dans Pôle emploi. Et je crois que c'est un dispositif assez complexe. Il y a un comité externe, ils m'ont demandé de le présider, ce qui fait que je le connais bien, un certain nombre de spécialistes, alors soit qui viennent de Pôle emploi, soit qui viennent de l'université, et puis un comité d'éthique interne qui est chargé de la mise en œuvre de ces recommandations, parce qu'il y a des aspects techniques qui demandent énormément de travail, par exemple s'assurer qu'il n'y ait pas de biais, faire des expérimentations sur les outils, et ça c'est le deuxième volet. Je crois que ça c'est à ces 2 volets-là, il y a un troisième volet qui serait important pour que le public puisse avoir confiance dans les développements. Ce sont des organismes de certification. C'est-à-dire que le comité éthique interne peut, sur recommandation du comité éthique externe, avoir un certain nombre de recommandations. Par exemple, il dit, voilà, il faut qu'on s'assure que toutes les briques sont maîtrisées, que les données ne sont pas accessibles de l'extérieur. On a parlé du secret tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, il peut y avoir un comité d'éthique externe qui valide le fait que les outils répondent à ces recommandations. Donc voilà mes recommandations si il fallait en donner. Souillon, comme ça, vous avez bien entendu quelles sont les recommandations d'un des membres du comité d'éthique du CNRS. Parfait. Plus largement, c'est
toute l'administration fiscale là, qui donc se met à travailler sur la donnée. La donnée, on sait que c'est la valeur qui compte pour demain. Est-ce que, au-delà justement de la traque à la fraude, est-ce qu'il y a un projet de plus grande ampleur sur cette transformation de l'administration? Comment est-ce qu'on valorise finalement une administration à travers ces données? L'administration ne va pas les revendre, ces données. Comment est-ce que ça crée de la valeur? De plein de manières différentes. Un exemple que j'ai en tête, on collabore avec la Direction générale des entreprises, mais aussi la Banque de France, l'URSSAF, sur un projet qui s'appelle Signaux faibles. Donc on détecte en fait les entreprises qui sont susceptibles de rentrer en procédure collective un an et demi à l'avance pour proposer de l'aide de manière proactive. Ouais, donc il y a vraiment des projets qui sont très très intéressants. On a les mêmes types de projets qui sont en réflexion en interne et qui portent sur les collectivités. On a aussi beaucoup de formulaires, ça vous dites pas le contraire, je pense, au niveau de la DGFiP, oui. Et des formulaires historiquement qui sont souvent sous format papier, donc on a pas mal d'informations statistiques qu'on doit imprimer, rescanner. Voilà, qu'on a besoin d'extraire, ne serait-ce que pour avoir une idée statistique de ces éléments-là, mais aussi peut-être pour améliorer un petit peu nos missions au quotidien. Donc finalement, les projets, ils sont... Donc c'est pour plus d'efficacité, pour rendre des services différents aussi au public ou nouveaux? De nouveaux services, plus d'efficacité opérationnelle. Je vous pose quand même la question, et je la poserai à Jean-Gabriel Ganassia évidemment. Plus on met d'IA, plus on met de la data, est-ce qu'on ne risque pas de déshumaniser les services publics? Alors jusqu'à aujourd'hui, force est de constater que plus on met de l'intelligence artificielle, en réalité, plus il y a de l'agent. Parce qu'au fond, je pense qu'il y a un raccourci que les gens aiment bien emprunter, c'est de dire que l'IA a remplacé l'humain. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment le voir comme un outil supplémentaire. Et les résultats d'un algorithme est un résultat technique. Sans lui insuffler un sens métier, on n'en fait rien. On n'en fait rien. Ouais. Et puis les données, c'est contextuel. Quand on dit par exemple qu'il fait, je ne sais pas, 32 degrés à Paris, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un mois de juillet? Est-ce que c'est un mois de janvier? Vous voyez, donc la donnée en elle-même n'a pas vraiment de sens. Il faut vraiment un expert pour l'interpréter. Soo-Young, merci beaucoup d'être venu partager donc, ce premier retour d'expérience et cette vision de la progression des données dans l'administration. Je n'ai pas le temps, Jean-Gabriel Ganassia, de vous faire réagir. Malheureusement, on est vraiment à la toute fin de ce talk. Mais cette question de l'IA et de la donnée dans les services publics, on va y revenir. Donc, je vous réinviterai avec grand plaisir, Jean-Gabriel Ganassia du CNRS. Merci beaucoup pour votre intervention. Amélie Caudron, vous restez avec nous. C'est pareil, je n'ai pas le temps de vous faire réagir, mais il y a la suite du programme qui va vous intéresser. On va faire le portrait d'une femme entrepreneur. Voilà de retour sur le plateau de Smartech. Ici, on parle de l'innovation, de la société numérique et puis aussi des femmes entrepreneurs dans ce secteur qu'on appelle la tech. Et on va en parler avec Olivia Strigari, qui est la directrice et fondatrice de la publication Les Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Je vous présente les invités qui sont restés avec moi autour de la table. Amélie Caudron, directrice générale d'Invoxia, et Soo-Young, directeur du pôle données à la Direction générale des finances publiques. On a beaucoup parlé de data ensemble. Donc maintenant, on va humaniser tout ça puisque vous allez nous faire le portrait de la patronne, cofondatrice aussi d'une licorne basée en Silicon Valley. Elle s'appelle Mathilde Collin. Exactement, parce que pour cette nouvelle rentrée, j'ai choisi la coqueluche des médias français et américains de l'été, puisque donc Mathilde Collin, CEO de Front, qui est une entreprise de logiciels SaaS basée dans la Silicon Valley, est devenue la 11e licorne dirigée par une femme sur les 1360... C'est ce que je veux dire, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Ah non, ça ne fait pas beaucoup, surtout que Crunchbase recense 1360 licornes au monde. Donc finalement, 11 licornes dirigées par des femmes, c'est vraiment une toute petite portion. Et donc pourquoi j'ai choisi Mathilde? Donc évidemment parce qu'elle est à l'honneur des médias, mais aussi parce qu'elle fait partie de la liste du Media Inc. comme dans la top 100 female founders des entreprises les plus innovantes et les plus ambitieuses des États-Unis. Et surtout parce qu'elle vient d'intégrer, son entreprise vient d'intégrer la liste de Forbes du Cloud 100, qui recense vraiment les méga entreprises américaines
qui travaillent dans le cloud, donc vous devez connaître. Voilà, donc elle est vraiment à l'honneur et son profil m'a intéressée. Je vais vous raconter son parcours. Et son parcours, alors oui, que savez-vous de son parcours? Alors en fait, elle a commencé de façon assez classique. À sa sortie d'HEC après un master en entrepreneuriat, elle est arrivée dans une entreprise de logiciels parisienne et elle passe 1 an dans cette entreprise. Donc c'est vraiment sa première expérience de travail et elle est assez surprise parce qu'elle est très malheureuse dans son travail. Elle ne comprend pas pourquoi les employés autour d'elle parlent mal de leur boss, prennent un plaisir à mal parler de leur boss, à avoir ce mal-être en entreprise. Et elle se dit, mais il y a vraiment un problème de management. Elle fait une interview dans les Échos à ce sujet en disant, mais on ne comprend pas la mesure du mal-être des employés et comment des dirigeants peuvent ne pas avoir au cœur de leur stratégie le bien-être de leurs employés. Du coup, elle démissionne et c'est grâce à cette expérience qu'elle va bâtir son entreprise Front en 2013, en opposition avec ce qu'elle vient de vivre. Elle rencontre son futur associé Laurent Perrin grâce chez eFounders, donc il y a un endroit, un studio en fait de start-up parisienne. Et en 2014, elle postule au Y Combinator. Je ne sais pas si vous connaissez Y Combinator, mais c'est le grand incubateur de la Silicon Valley. C'est l'équivalent de Station F à Paris, mais en géant aux États-Unis. Et elle est prise. Le Front est prise, donc elle s'exile aux États-Unis avec son mari, avec son associé et leurs 3 premiers employés. Aujourd'hui, ils sont 300, plus de 300, dispatchés entre San Francisco, entre Paris, San Francisco, Dublin, Phoenix et Chicago. Donc, pour vous dire la taille en quelques années que ça a prise. Et qu'est-ce que c'est que Front ? Front, c'est un logiciel SaaS qui gère l'emailing et tous les outils de CRM pour les entreprises. Alors que des analystes pontifient depuis des années la mort de l'email, finalement, elle met au cœur de sa stratégie l'emailing. Et justement, un emailing avec un outil qui est le plus simple d'usage pour les entreprises et pour les employés. Donc, avec au cœur de sa stratégie d'entreprise, l'humilité, la collaboration, la transparence et surtout, évidemment, le bien-être de ses employés. Le bien-être de ses employés comme celui aussi de ses clients, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un logiciel qui soit facile d'usage et qui facilite la vie des gens dans leur quotidien, puisque c'est leur quotidien, c'est leur travail toute la journée. Et on n'arrive pas à se débarrasser des mails, ça je confirme. Ouais. Voilà. Et donc, elle augmente ça, mais avec une humanisation. Et puis, sa caractéristique, on en parlait à l'instant, c'est qu'elle parle aussi beaucoup de sa vie privée. Et pour elle, sa vie privée, sa vie professionnelle sont totalement imbriquées. Alors, pourquoi son parcours m'intéresse particulièrement ? C'est qu'elle a, je ne l'ai pas dit, mais elle a à peine 32 ans, oui, avec un enfant en bas âge, et elle est enceinte en ce moment. Et tout ça, en plus, avec ses fonctions de CEO. Elle en parle assez librement dans les médias, assez de façon récurrente. L'humain est vraiment au cœur de sa préoccupation, mais sa vie personnelle aussi, qu'elle affiche sans problème. Et surtout, elle parle aussi de santé mentale dans l'environnement du travail. Donc vraiment, sa conception du bien-être est aussi liée aux problématiques de santé mentale qu'on peut vivre dans son environnement de travail. Et elle dit qu'on ne peut pas être malheureux au travail et heureux aussi dans sa vie personnelle. Forcément, l'un et l'autre sont liés. Et dernièrement, elle a donné une interview sur un média américain en ligne où à la question quel est le plus gros challenge auquel vous avez dû faire front dans votre vie professionnelle, elle lui répond finalement c'était d'être enceinte en ce moment, d'être enceinte, d'avoir un enfant en bas âge et de devoir gérer ma boîte. Ouais. Voilà, ça c'est un gros challenge au quotidien. Elle explique aussi que quand la crise du Covid est arrivée, elle était enceinte de 3 mois. Soudainement, elle ne pouvait plus rentrer en France. Elle était complètement coupée de lien avec sa famille. Elle devait gérer sa boîte. Donc, elle a un peu paniqué. Et elle explique que c'est grâce à l'hypnose en fait, qu'elle a réussi à dépasser ces moments de panique et d'angoisse. Et enfin, elle a vécu un autre grand moment dans sa carrière. C'est quand son associé a eu un cancer. Et donc, il a complètement laissé la boîte pendant quelques mois pour se soigner. Et là, vraiment, elle dit que sa santé mentale a été mise en jeu parce qu'elle elle était jeune maman avec un énorme challenge à gérer sur ses épaules. Et là, ça a été très difficile aussi de pouvoir faire front. C'est intéressant parce que justement, c'est pas la Wonder Woman. On se dit pas, elle est super forte, elle y arrive sans aucune difficulté. Elle raconte aussi ses fragilités, ses moments difficiles. Vous la connaissez ? C'est un modèle aussi peut-être pour vous, Mathilde Collin ? Alors, je trouve, moi j'ai une conviction assez forte qu'en tant que femme CEO, effectivement, on a du mal à s'identifier aux archétypes du directeur général ou du CEO masculin. Et effectivement, j'avais lu quelque chose qu'elle avait posté sur l'importance et l'intérêt de prendre son congé maternité et le fait que c'était une opportunité pour l'entreprise aussi, pour voir en fait là où elle était indispensable et là où elle ne l'était pas.
Et c'est quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience moi, puisque j'ai pris mon congé maternité cette année. Ça m'a aidé en fait à être convaincue aussi de cette opportunité pour l'entreprise, à être décomplexée. Je trouve que ça permet de donner des outils pour faire face à des situations qui sont assez typiques de femmes. Et au moins, on sait Et de pourquoi on femmes revient, entrepreneurs. où est-ce qu'on est attendu, sur quelle mission importante Voilà. il faut se consacrer. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Olivia Strigari. Je rappelle que vous êtes la fondatrice des Informels et vous nous faites des portraits de femmes merveilleux chaque mois au Merci. moins dans Smartech. À suivre, où va le web? Où va le web, c'est notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet qu'on peut appeler métavers ou Web3. Avec moi en plateau, Amélie Caudron, Su Yang et Olivia Strigari, que je vous ai déjà présentés. Ils pourront intervenir, mais d'abord, on va écouter ce qu'a à nous dire Côme Dubois sur Starbucks, qui, ça y est, se lance, lui, à son tour, dans le métavers. Salut à tous. Tour à tour, les grandes firmes mondiales investissent le métavers. Dans quelques jours, ce sera le tour de Starbucks. L'entreprise américaine compte en effet présenter son initiative Web3 demain. Celle-ci s'appuiera sur une collection de NFT basée sur le concept du coffee art et de la narration et aura pour inspiration les 50 ans d'histoire de l'entreprise. La firme a déjà annoncé en mai que ces NFT ne serviraient pas seulement d'objets de collection numérique, mais donneraient aussi à leurs propriétaires un accès à du contenu exclusif et d'autres avantages. Cette décision est motivée par la volonté de l'entreprise de se rapprocher d'une clientèle de plus en plus jeune, dont la plupart sont des enfants du numérique, comme l'explique Howard Schultz, le directeur général de l'entreprise. Dans son programme, Starbucks prévoit que les possesseurs de l'un de ces NFT pourront accéder à des avantages et d'expériences exclusives grâce à un titre d'appartenance à la communauté. Starbucks souhaiterait aussi inclure des récompenses en lien avec le Web3 à son actuel programme de fidélité Starbucks Rewards. Celui-ci permet déjà à la clientèle d'obtenir un certain nombre de récompenses en échange de leurs achats. Par exemple, lorsqu'ils dépensent 1 euro, les membres du programme remportent des étoiles. Ces étoiles permettent ensuite aux clients de bénéficier d'une boisson gratuitement. En ce qui concerne le programme Web3, aucun exemple concret n'a encore été dévoilé. Sur le plan technique, les NFT seront probablement soutenus par des infrastructures multi-chaînes ou indépendantes. Le choix final sera donc dévoilé demain lors du Investors Day de Starbucks, qui se tiendra à Seattle. Alors, quand est-ce qu'on aura Bercy dans le métavers? Su Yang, ça vous évoque quoi le métavers? D'abord, vous avez vu dans mon expérience un passage chez Ubisoft, qui est donc une entreprise du secteur jeux vidéo. Métavers, finalement, pour moi, n'est pas une notion vraiment très nouvelle. Il y a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent à des choses qui sont développées dans le secteur du jeu vidéo. Il y a effectivement peut-être une évolution au niveau technologique, l'utilisation des blockchains, donc, NFT, les cryptoactifs que votre collègue a évoqué précédemment. Mais au fond, quand on y creuse, je pense que la vraie question à se poser, c'est quels sont les vrais cas d'usage, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Peut-être le métavers peut servir pour les campagnes de recrutement, que sais-je, donc à voir ce qu'on peut en faire. Oui. Merci à tous, merci chers invités. Autour de cette table, Amélie Caudron donc d'Invoxia, Su Yang à la direction générale des finances publiques et Olivia Strigari des Informels. C'était Smartech, votre émission sur le numérique. Vous pouvez nous suivre en podcast, en replay ou sur Bismart tous les jours dès 11h le matin. On se retrouve évidemment dès demain.